Vous vouliez réagir, Pierre-Henri Dumont, et après Aurélien Taché. Oui, moi simplement, je trouve ça parfaitement normal qu'on évite de se recréer une nouvelle jungle à Calais. Quand on se souvient de la condition de la jungle... À Calais ou ailleurs, parce que là on parlait de Paris. Calais ou ailleurs, mais, parce que la question c'est sur Calais, au moment des propos de ma voisine. 10 000 migrants qui vivent dans la boue sans aucune hygiène, sans aucun espèce d'accompagnement par les forces de l'État, ou très très peu, simplement pour les femmes et les mineurs isolés, c'est quand même extrêmement léger. Ça, je crois que tout le monde est d'accord autour de cette table. Mais quand vous dites tolérance zéro pour les migrants, ça veut dire quoi? Ça veut dire tolérance zéro dans le Calaisis pour les migrants. C'est-à-dire que je considère que quand un migrant arrive à Calais, il est dans une impasse. Parce que Calais, c'est le bout du chemin. Et la frontière qui est entre la France et la Grande-Bretagne n'est pas la même frontière qu'il peut y avoir entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne demain, ou entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a la mer. Et que pour la franchir, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple frontière terrestre. Et donc, l'intérêt et ce qu'on propose, c'est de dire que les migrants qui sont présents à Calais doivent être accueillis, et ce qui aurait pu permettre à la France d'éviter d'être condamnée et à l'État d'être condamné comme il l'a été par le Conseil d'État, par exemple, ce qui est vraiment un scandale, dans des conditions dignes, c'est-à-dire des douches à manger, mais en dehors de Calais, un peu plus loin, une centaine de kilomètres de Calais, pour qu'on puisse leur donner et leur indiquer quels sont leurs droits, s'ils peuvent demander l'asile en France ou pas, et ensuite appliquer les règlements et la loi française. Puisqu'on parle de Calais, je vais vous donner à tous la parole, mais on a avec nous dans le public quelqu'un qui est confronté au quotidien à l'afflux de migrants à Calais. Bonsoir Ludovic Alouine. Bonsoir, vous connaissez déjà le plateau de ces politiques, puisque on vous avait reçu l'année dernière dans ces politiques. Il y a un an jour pour jour, hein, je crois, quasiment. Vous êtes CRS, vous, Ludovic Alouine, en poste à Calais. Calais, oui. Sur les autoroutes, je travaille et l'année dernière, vous aviez tiré vous-même la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des policiers sur l'autoroute qui mène au port de Calais. On va le regarder. Vos nuits de travail l'année dernière, elles ressemblaient à ça. Pour monter dans les camions, les migrants sont prêts à tout, y compris à allumer des incendies sur l'autoroute, des barrages qui ralentissent le trafic et leur permettent de grimper dans les poids lourds. On a de nouveau un feu derrière. Ouais, ça marche. Je vous envoie l'équipage. Pour Ludovic Alouine et son collègue CRS, la tension va monter d'un cran. Vers 5 h du matin, leur fourgon est ciblé par un jet de pierre. T'as vu ce coup-ci, ils nous ont pas raté. Hein. Putain. Ouais. C'était quoi, des morceaux de bois, non? J'ai pas vu, hein, ce qu'ils nous ont fait. Des pierres, des bottes de terre, et des morceaux de bois. Encore une bonne nuit. Pour ces jeunes réfugiés, la nuit se termine sur le bitume. Ils viennent de se faire surprendre, cachés dans un camion qui roulait vers le port. Reportage qu'on avait diffusé dans cette émission il y a un an, Ludovic Alouine, un an après. Comment vont les policiers aujourd'hui à Calais? Comment ça se passe? Est-ce que la situation s'est améliorée, a empiré? Le terme est bien employé, les invisibles. Donc effectivement, il n'y a plus de jungle sur Calais. Mais malheureusement, tous les migrants, le nombre est quasiment le même, mais ils sont disséminés sur tout le littoral et jusqu'à l'intérieur des terres, dans les Flandres et même jusque sur Paris. Donc pour moi, le problème n'a pas changé. Les jungles sont démantelées. Maintenant, c'est le but. Toutes les jungles sont démantelées. Nous, concernant les forces de police, on est employés et disséminés sur tout le territoire. Nous ne sommes pas assez. Donc pour appliquer les nouvelles consignes concernant M. Macron, nous ne sommes pas assez pour appliquer ces nouvelles mesures. Nous ne sommes pas assez sur le Calaisis, dans toute la France. Et je crois savoir que vous aviez même eu un peu de mal à venir ce soir en plateau parce que vous avez eu du mal à trouver quelqu'un pour vous remplacer justement sur le terrain. Remplacer pour être là, pour être présent. Parce que les policiers ne veulent plus venir travailler à Calais. Parce que nous ne sommes pas assez, non. Nous ne sommes pas assez d'effectifs. Donc ça devient vraiment terrible. La situation est terrible. Aussi bien des deux côtés. Hein, je comprends le côté des personnes qui sont pour les migrants. De notre côté aussi, c'est une situation invivable. Ce ne sont pas nos missions. Moi, je suis CRS autoroutier. Ce n'est pas ma mission de lutter contre l'immigration clandestine. Moi, je suis là pour la sécurité routière. Nous sommes que 3 patrouilles. J'ai un secteur de 300 km. Sur 3 patrouilles, j'en ai 2 qui sont occupées en permanence à gérer les problèmes des migrants. Est-ce que la situation est plus violente qu'il y a un an? Elle est beaucoup moins violente qu'il y a un an. Elle est moins violente? Elle est moins violente. Très concrètement, pourquoi? En quoi elle est moins violente? Pour moi, les violences auxquelles j'étais confronté, c'était les barrages sur l'autoroute. Là, il y en a. Ça a recommencé au début d'année. Avec des départs de feu. Avec des départs de feu. Début d'année, on a eu 2 gros barrages qui entraînaient le décès d'un chauffeur polonais et un chauffeur de car également qui a eu la jambe amputée suite à ces barrages. Depuis, je pense qu'il y a eu un discours fait par les associations ou un dialogue. On n'a plus de barrages sur l'autoroute.
Pierre-Henri, Oui. directeur général de France Terre d'Asile, vous vouliez réagir à ce que disait Ludovic Elwin ou à ce que disait avant Pierre-Henri Dumont sur la tolérance zéro migrant? Oui, il y a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire un certain nombre d'atteintes aux droits fondamentaux des migrants. Qu'il s'agisse de Calais, qu'il s'agisse de Paris ou qu'il s'agisse de la vallée de la Roya. On va en parler tout à l'heure. Des gens qui n'accèdent pas à l'hébergement, qui n'accèdent pas tout simplement aux procédures, et cela est absolument inacceptable. Il revient au président de tous les Français, en l'occurrence Emmanuel Macron, de tracer une ligne. Je rappelle que vous l'aviez soutenu à l'époque. Oui, oui, mais et j'assume pendant la campagne. Et je l'ai fait à partir d'une analyse de l'offre politique qui était là à ce moment-là. Et aujourd'hui, je rappelle quand même que au mois de janvier, nous avions François Fillon qui voulait diviser par deux l'immigration légale. Nous avions le Front National qui, lui, voulait la diviser par 10. Et Emmanuel Macron a exprimé une orientation très claire sur ces valeurs. Et il l'a refait depuis son élection. C'était quoi l'orientation claire sur ces valeurs? C'était quoi, écoutez, quand il va à côté de Mme Merkel pour dire que c'est l'honneur de la France et de l'Europe que d'accueillir les réfugiés, c'est là une parole forte d'un président de la République. Lorsque, à Orléans, il dit plus aucun migrant à la fin du mois de juillet, à la fin de l'année, c'est une orientation qui est donnée au gouvernement. Quand il s'exprime devant les préfets, il y a quelques jours, et qu'il dit encore que nous ne savons pas accueillir, nous ne savons pas intégrer, et il ajoute, nous ne savons pas expulser également. Mais ça, c'est le propre du politique que d'avoir une orientation équilibrée. La vraie question, c'est l'écart qu'il y a aujourd'hui entre le discours du président de la République et l'application de la politique et de l'orientation qu'il donne par le ministère de l'Intérieur et de l'administration qui est en charge de cette question. Et nous avons une vraie difficulté parce que nous avons une administration très forte, qui est juridiquement très outillée, qui est politiquement très conservatrice. Vous parlez du ministère de l'Intérieur, de Place Beauvau. Et qui est cornaqué en permanence par Donc il y a une Bercy. dichotomie, en gros entre l'exécutif, le président de la République, et Gérard Collomb. On va demander c'est très criant sur le terrain, et c'est ce que nous ressentons de façon très forte. Vous êtes député La République En Marche, en charge de ces questions au sein du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le gouvernement m'a confié une mission sur la politique d'intégration, pour être précis. Pour être très précis, voilà. Vous êtes donc l'homme qui parle de ces questions-là au sein de La République En Marche et avec le gouvernement. Comment vous réagissez quand on entend ce que dit par exemple Pierre-Henri, qui dit en gros on attend les actes maintenant? Moi j'entends beaucoup de choses. D'abord, pour revenir sur le début de la conversation, on ne peut pas aujourd'hui résumer l'action de l'État à Calais à uniquement l'action des policiers. Il y a aussi des maraudes qui sont menées par les services de l'OFII. Il y a chaque semaine des bus qui partent. Les gens seraient hébergés. Monsieur Dumont trouverait que tout peut être formidable et qu'on peut accueillir. Non mais attendez, on est obligé d'arrêter ce débat, messieurs, dames. Ça veut dire des moyens. Ça veut dire des moyens. Oui. Et le juge de paix, je le dis à Aurélien, ce sera la loi de finances 2018. Il faut des moyens sur plusieurs années pour pouvoir investir. C'est terminé. Dommage, oui. Un dernier mot. Pierre-Henri Dumont, puis Dominique Volton pour finir. Pierre-Henri Dumont d'abord. Ça simplement dire que j'entends les questions d'enrichissement culturel, mais c'est quand même aussi un peu moins enrichissant quand chaque famille a peur dans le Calaisis de prendre la voiture pour aller travailler la nuit et se retrouver avec un barrage et avoir peur de mourir en prenant la voiture pour aller au travail. Il faut aussi le signaler. Et qu'il y a aussi un changement dans les migrants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les migrants passent en effet des migrants qui sont peut-être CSP+, et qui ont une culture et qui avaient une certaine connaissance et une volonté d'intégration. C'est pas une histoire de CSP+, ou moins de vouloir s'intégrer. Et à des migrants qui sont beaucoup plus des migrants économiques aujourd'hui et plus des réfugiés de guerre. Et il y a un vrai changement en termes de migration. Dominique Volton, rapidement, vous aurez le mot de la fin, Dominique Volton, et on rend l'antenne. Il n'y a pas d'humanité sans immigration et sans migration depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. Donc, par conséquent, on a suffisamment d'intelligence pour être capable de mener des politiques à condition de le vouloir. Et rappelez quand même que les migrants, hélas, ce sont souvent les gens les plus intelligents et les plus malheureux simultanément. Et donc, par conséquent, c'est un devoir d'humanité élémentaire et ce n'est pas un problème de droite-gauche.
Dominique Volton, merci pour ce mot de la fin. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Vous êtes venu en parler ce soir. Pape François, rencontre avec Dominique Volton aux éditions de l'Observatoire, paru le 6 septembre dernier. Dans un instant... Dernière question qui a été posée d'ailleurs en substance par la salle. Et ensuite, on va enchaîner avec l'autre table ronde qui sera très complémentaire d'ailleurs de celle-ci. Je vous la pose à tous les trois. Qu'est-ce que vous attendez de l'éducation nationale pour justement parler de la mondialisation ? Sylvie Brunel ? Alors du coup, j'en profite pour vous dire que je suis prof non pas à Paris 1, mais à Paris 4. Je voulais vous le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Ça s'appelle Sorbonne Université parce qu'on a fusionné, on est devenu un truc énorme. Tout passe par vous, par l'éducation nationale. Moi, j'ai un master qui s'appelle Mondialisation, Développement durable et Pays du Sud. J'ai des jeunes qui sont très idéalistes, qui sont fabuleux, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées fausses dans la tête, beaucoup d'angélisme, beaucoup de naïveté, et on sait très bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, qu'il faut les former à la fois à ces enjeux colossaux sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut leur donner des bases solides. On sait très bien que dans l'ensemble des pays du monde, c'est l'éducation qui va faire la différence entre des populations qui vont verser dans toutes les clientélismes, Cuba, je vous donne un exemple sur Cuba. Aujourd'hui, à Cuba, la grande force de Cuba, c'était l'éducation. Ils avaient vraiment, vous savez, ils exportaient des médecins, etc. Aujourd'hui, à Cuba, comme le salaire reste de $15 par mois, il vaut mieux être dans le tourisme qu'être médecin, qu'être professeur. Donc on est en train de perdre ce qui avait fait cette force de Cuba. Donc on est en train, dans un certain nombre de pays, de faire une machine arrière, retour arrière. Chacun d'entre vous, vous avez une mission d'intérêt général qui est de former cette jeunesse de demain aux vraies valeurs. Et dans les je crois différents que pays, dans les différents pays, mais là on est en France. Peut-être faire parler les jeunes entre eux. Et c'est fabuleux qu'on ait ici 600 professeurs. Voilà. Vous êtes la force de demain et vous n'êtes pas assez reconnus. Vlan. Eddy Fougier. Rapidement, parce qu'on avait 5 minutes de retard à l'allumage, on n'aura pas plus de 5 minutes à la fin de ce débat. Allez-y. Moi, je ne vais pas faire un discours pour dire combien c'est important, mais effectivement, on le voit, l'une des clés, et on l'a dit dès le début, c'est certainement l'écart important entre la perception et la réalité. Mais en partie, je pense que c'est trop facile de dire que c'est la faute des gens qui ne sont pas informés. Je pense qu'en partie, les gouvernements n'ont pas nécessairement voulu explicitement dire qu'ils s'ouvraient parce qu'ils avaient peur de la réaction des gens. Donc l'objectif, effectivement, de l'éducation nationale, c'est de montrer la réalité de la mondialisation et sans doute peut-être de façon un peu plus objective que certains manuels ou le point de vue de certains enseignants. On sait par exemple, et là c'est mon point de vue sur l'intermondialisme, et pour contrebalancer ce que disait Sylvie Brunel, que l'influence d'un mouvement comme Attac dans l'enseignement était très très forte. Bon, voilà qui est dit. Madame Moi je dirais un rôle fondamental pour développer l'esprit critique. Je pense que c'est le point central et la capacité d'analyse et les outils d'analyse à l'heure où je pense que c'est une banalité de dire que les réseaux sociaux contribuent largement à former des opinions et ont tendance à ce que les gens restent dans leur sillage d'opinion puisque c'est par réseau, etc. Et donc je pense que l'enseignement et en particulier les professeurs de matière d'économie, etc. ont un rôle fondamental pour permettre d'apprendre la distance critique par rapport à ce qui est lu, ce qui est dit, etc., quel que soit et donner les outils d'analyse pour se forger sa propre idée, et par ailleurs, vivre après, avoir des compétences d'analyse de citoyen, en fait, avant des compétences professionnelles de base, quoi. Et vous êtes là pour alimenter la réflexion et leur donner les clés. Merci infiniment à tous les trois. Et d'ailleurs,